on est allé chercher des duvets, puis on a dormi tous les 5 côte à côte par terre sur le sol. Et là, je leur ai dit, vous voyez les filles, papa il a tout perdu. Et on est ensemble. Et c'est ça qui compte. La pression de te dire, j'ai 4 gosses, j'avais pas le choix. J'avais pris ma revanche. Je serais beaucoup plus riche aujourd'hui si j'avais été beaucoup plus raisonnable. Pendant 10 ans, tout ce que je touchais, ça fonctionnait. Chaque fois que j'entreprenais quelque chose, ça marchait, ça crachait du cash. Et donc tu deviens un connard. Cette descente aux enfers, accompagnée de tout ce qui va avec, genre ta femme qui se casse, qui te balance aux impôts, tu te retrouves convoqué à la brigade financière, le tribunal de commerce, voilà, total quoi. Donc je rencontre Oussama et il vient me voir, il me fait « Tu me construirais pas une maison sur le domaine ?» Je dis « Mais attendez, vous vous foutez de ma gueule ?» Salut Christophe. Salut, comment tu vas Alec? Bien. Ça va, je suis super content de t'avoir ici. Je disais justement qu'un jour peut-être il y aura le studio de Déclic au domaine. Ouais, pourquoi pas. Je vais te présenter rapidement. Donc, propriétaire du domaine d'Ablon, qu'on peut traduire par un hommage aux traditions normandes proposant une expérience hôtelière d'exception et de luxe, accueillant une clientèle internationale reconnue, figure politique, des membres couronnés, des têtes couronnées, patron de CAC 40, gros patron américain, prix Nobel et j'en passe. Mais avant tout, tu es un entrepreneur de 54 ans qui a connu un parcours remarquable depuis la création de ta première entreprise à 21 ans. Tu as été entrepreneur dans le print management pendant presque 30 ans. Tu étais à la tête d'un groupe international avec 27 bureaux à travers le monde que tu as vendu il y a plus de 10 ans maintenant pour te consacrer sur des projets de construction. Une vie bien remplie de challenges avec un bon nombre de succès, mais aussi des échecs, voire même des cauchemars. Tu as été scout également pendant plus de 20 ans. Tu es marié, tu as 7 enfants, une famille recomposée et également grand-père de 3 petits-enfants. Ça en fait des choses. Ça en fait des choses. Hein. Une vie bien remplie, justement, et très heureux de t'avoir ici face à nous. Je pense qu'on va faire un bel épisode, comme à chaque fois, et créer des déclics. Ma première question, c'est par rapport à ton parcours. À 21 ans, tu crées ta première entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de ce tout premier projet et quel a été, selon toi, le déclic qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat si jeune? Alors, je n'étais pas tout seul sur la première expérience entrepreneuriale. J'avais arrêté mes études à 19 ans. Mon premier job était dans une agence de com à Paris et pour apprendre le métier qui était un métier d'acheteur et de revendeur sur le secteur du print qui était mon secteur de prédilection. Et puis j'ai rencontré un jeune entrepreneur. Donc moi j'avais donc 21 ans, lui il en avait 25. Qui s'appelait Frédéric Chevalier, qui était un mec brillant, qui était basé à Aix-en-Provence et qui avait une idée vraiment excellente qui était de créer un nouveau concept, une nouvelle dynamique dans la grande distribution d'offres promotionnelles qui s'appelait le trade marketing à l'époque. Je ne sais même pas si ça existe encore, ce terme. Et puis, en fait, j'avais envie de prendre des responsabilités, de prendre des risques, parce que je suis quelqu'un qui est un peu joueur, d'aller faire face à de nouveaux challenges. Ce qui était nouveau pour moi à l'époque, c'est qu'en fait, on me proposait un poste que je n'avais pas. C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais survendu au moment où j'avais rencontré Fred. Et donc le risque, c'était que je ne sois pas à la hauteur de ce que j'avais avancé savoir et pouvoir faire. Et puis au final, je me suis jeté dans le bain. J'ai réussi à tromper mon monde sur mes capacités, mais de par mes performances aussi, et puis mon investissement au quotidien. Ton envie. Ouais, c'est ça. Et puis le fait de faire plus, toujours plus. Enfin, je pense que la performance aujourd'hui, elle tient par le fait que la différence entre toi et les autres, c'est le fait d'avoir ta capacité de travail qui est supérieure aux autres. Tant sur ta rigueur dans ton travail, mais également dans ta capacité en termes de distance à tenir, à la fois la pression, à la fois les contraintes. Voilà. Donc je suis rentré dans ce... Il m'avait vendu un groupe, mais alors lui, c'était le commercial de l'année. On devait être quoi, 7 quand ça commençait, tu vois, le super groupe. Néanmoins, ça a bien performé.
Donc, je suis devenu associé de cette boîte et 5 ans après, on l'introduisait sur le nouveau marché. Okay. Donc, avec une croissance phénoménale et une dynamique d'entreprise qui était ultra performante, mais où chaque élément, chaque individu qui était dans cette entreprise avait un niveau de motivation qui était démultiplié de par la dynamique qu'insufflait Fredo à cette époque. C'est impressionnant. Vous étiez combien d'associés dans cette entreprise ? Alors, ça fait longtemps. À l'époque, 1, 2, 3, 4, 5, on devait être 5 ou 7 dans ces eaux-là, quoi, au tout départ. Ouais. Ok. Ouais. Okay. Et comment tu fais pour créer de la cohésion avec autant d'individus ? Alors en fait, la cohésion, c'était lui qui l'a créée. D'accord. De par son exigence, de par son exemplarité. Ce sont des valeurs qui sont essentielles lorsque tu crées une entreprise. Enfin, la première d'ailleurs, c'est l'exemplarité. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai construit mes sociétés. J'étais le premier commercial, le premier acheteur, le premier vendeur. Et j'étais toujours le premier arrivé et le dernier parti. Et c'est ce qui tire les gens à toi. Et tu peux les emmener au bout du monde. Tu peux les emmener sur des projets totalement fous, irréalisables, où tu te dis on n'y arrivera jamais. Mais lorsque tu déploies toute cette énergie justement pour tirer les gens à toi et que tu leur montres que toi, tu es investi, mais plus que ça sur le sujet, ça fonctionne. Ok. Ouais. Cette exemplarité et cette rigueur, cette capacité à tenir sur la durée, tu l'as toujours eu. D'où elle te vient ? Alors écoute, non, je ne l'ai pas toujours eu. Okay. J'étais un gros bordélique, moi. Très bordélique, mauvais élève, voilà, total. Quoi. Le mec qui jamais... Enfin, j'avais le profil du loser, quoi. Okay. Mais quand tu le racontes comme ça, c'est difficile à croire. Ouais, non, mais c'est... Alors, même ce que tu as fait au domaine, c'est juste extraordinaire. Quand on te voit travailler tous les jours, etc., le détail, la rigueur, le fait que... Alors ça, c'est... Alors, bon, dans le métier où j'étais... c'est-à-dire que le print management, donc l'impression des supports de communication, tu as tout un process de production, de suivi de production, de quality control, de planning et de respect des engagements qui ont été pris. Bon. Donc quand, dans mes 2 premières années, j'ai été picousé par un vieux de la vieille qui s'appelait Jean-Pierre Mag, sur le sujet, j'étais dans son bureau, à l'époque, il fumait 2 paquets de clopes par jour dans le bureau. Il m'a donné, en fait, il m'a construit, en fait, cette rigueur. Et après, le problème, oui, c'est pas le problème, c'est une qualité. C'est que après, tu dupliques donc cet exemple qu'on t'a donné. Tu génères de plus en plus de volume en termes de nombre de dossiers à traiter, qui nécessite que tu sois de plus en plus performant en termes de process, en termes de contrôle, en termes de rigueur. Et quand tu fais ça 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour, tous les jours, 6 jours, 7 jours sur 7, surtout quand tu crées ta boîte, ça rentre en fait dans ton ADN, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le projet après, et donc tu évoquais le domaine, quel que soit le projet après que tu entreprends, c'est une espèce d'une déformation, tu vois, qui est en toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas traiter un sujet, même un sujet personnel. Enfin, et d'ailleurs, c'est même le problème, en fait. Quand tu te retrouves confronté à une difficulté dans ta famille, ou dans ton couple, ou de santé personnelle, et que tu traites les choses de la même manière que tu traites ton boulot, ton business, parce que tu as des process qui te sont automatiques. Tu sais, c'est une espèce de réflexe, en fait. Voilà, c'est ça. Et tu traites les choses de la même manière. Donc, pour le domaine, en effet, tu as raison, je procède de la même manière que ce que j'ai fait pendant 30 ans. C'est-à-dire, j'anticipe tout, je calcule tout, je planifie tout. Voilà, c'est comme ça. Tu maîtrises tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout doit être sous contrôle. Ouais. Parce que lorsque tu as un client qui s'appelle L'Oréal, si tu lui livres sa campagne promotionnelle avec une demi-journée de retard, c'est juste la cata, quoi. Tu te fais, hormis le fait que tu te fais défoncer, tu risques de perdre le client, donc c'est lourd de conséquences pour l'entreprise lorsqu'on parle de comptes comme ceux-là. Donc c'est juste pas envisageable. Ouais. Donc tu es dans une extrême rigueur de gestion permanente
et tout doit être sous contrôle. C'est-à-dire que tu dois en permanence rappeler tes fournisseurs, tes imprimeurs pour être certain que ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça. Il y a un check surtout, quoi. Ouais, complètement. Et ce que tu mets en évidence, c'est que ça vient directement impacter l'identité. Ça change ton identité. Tu parles de l'ADN, mais ça change l'identité. Donc l'identité d'un individu, d'un entrepreneur, peut être modelée au fur et à mesure des années par rapport à ses routines, par rapport à ce qu'elle a besoin de faire. Et après, ça devient justement quelque chose de naturel, quoi. Un réflexe conditionné. Tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est ça. C'est cette répétition fait que elle va modifier tes comportements. Et c'est elle qui va prendre le dessus sur tes habitudes d'avant. Bon, mais alors moi, j'ai commencé jeune, donc évidemment... bon, mais à côté de ça aussi, comme tu l'évoquais tout à l'heure, j'ai fait 20 années de scoutisme, qui est une excellente pour moi école de la vie, et qui te donne un certain nombre de valeurs, parce que ça marche aussi, que c'est des espèces de micro-projets entrepreneuriales, où tu apprends un peu les choses, à monter des projets pour des projets de camp, ou des projets qui vont être tournés vers les autres. Et là, donc, ça t'apprend un peu l'organisation, le fait de tenir un engagement, de le respecter. Bon, c'est des valeurs qui sont fondamentales et qui sont essentielles dans la réussite de n'importe quel business, je pense. Ouais, complètement, je te rejoins. Ensuite de ça, tu as donc créé et géré un groupe international avec 27 bureaux à travers le monde. Quels étaient les plus grands challenges auxquels tu as été confronté en gérant une entreprise d'une telle taille ? Le recrutement par exemple des country managers. Alors ça, et le recrutement. Après, le recrutement des country managers qui sont après les gens qui vont aller recruter les équipes sur place. Je crois que c'est ce qui est le plus difficile. Alors en plus, moi, je suis très mauvais pour ça parce que je suis quelqu'un de très confiant envers les humains. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais très ou trop confiant. Trop confiant. Okay. Ouais, non, c'est un défaut. Et t'en as payé les pots cassés. C'est un défaut. Ouais, ça m'a coûté cher. Dans beaucoup de pays, dans beaucoup de situations, dans beaucoup d'entreprises. T'as une anecdote, un exemple à nous partager ? Non, enfin, j'en ai pas une en particulière, mais qui me vient à l'esprit, mais des country managers que tu mets en place, qui ne tiennent pas les objectifs, qui se cassent, et puis après derrière, qui vont aller appeler tes clients pour essayer de reprendre le truc derrière. Bon, voilà. J'ai jamais eu de problème de détournement de fonds. C'est déjà ça. Mais non, franchement, la ressource humaine, c'est quelque chose qui est ultra complexe. Alors, les montages juridiques, fiscaux, ça va, quoi. À partir du moment où moi j'avais un directeur financier qui était brillant et qui m'a suivi pendant presque 20 ans, qui avait l'habitude de... Parce que bon, c'est pareil, quand tu as une forte personnalité comme je suis, c'est difficile de bosser avec moi. Enfin, parce que comme je suis très exigeant avec moi-même, je suis forcément très exigeant avec les autres. Ouais. Et donc ce niveau d'exigence que j'impose est parfois compliqué. Mais néanmoins... le plus difficile dans ce business, c'est pas d'aller signer les contrats, c'est pas d'aller faire le commercial, c'est pas d'aller produire. Non, c'est la ressource humaine. C'est vraiment le plus compliqué. Ouais. Avec du recul, quelles sont les leçons que tu as acquis à l'égard du recrutement, des ressources humaines ? Parce que ce que tu évoques, c'est la réalité. Beaucoup d'entrepreneurs font face à d'énormes problématiques de ressources humaines, ne savent pas comment recruter, et c'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas avancer ou aller plus loin. Ou alors ils recrutent, mais la mauvaise personne, de la mauvaise façon. C'est un grand sujet. Aujourd'hui, même au domaine, sans être dans 27 bureaux différents, tu vois, tu dois recruter, tu dois gérer de l'humain tout le temps. Ouais. C'est quoi les leçons que tu peux partager ? Moins il y en a, mieux c'est. Je suis désolé, mais non, c'est difficile. Mais alors en France, en plus, alors là en France, on est gâté, quoi, parce que là on a des lois sociales. Alors bon, je critique pas ce qu'on a mis en place, mais c'est encore plus compliqué, plus compliqué qu'ailleurs. Tu as zéro flexibilité. C'est-à-dire qu'en fait, la grosse problématique de la France, c'est que une entreprise, elle a un cycle de vie. Bon. Et puis, elle a des incidents de parcours. Et il peut arriver d'une perte d'un client. Il y a plein de problématiques qui peuvent arriver. Le problème que tu as sur la France, c'est que, alors,
sans aller sur un système américain, mais je pense qu'il y a un entre-deux, c'est que le jour où tu as un problème dans ta boîte, s'il faut réduire la voilure, t'es mort. C'est pas compliqué, tu ne peux pas. Tu peux pas y arriver. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit du travail français ne te donne pas la possibilité d'avoir suffisamment de flexibilité pour réduire, par exemple, ta voilure de 50% comme ça d'un coup. Et donc, forcément, tu te retrouves au tribunal de commerce. C'est con, mais c'est comme ça. Donc, et comme tu disais, donc, même au domaine aujourd'hui, il y a un vrai problème aussi social en France avec le travail. Hein, c'est que les gens sont de moins en moins motivés pour travailler. C'est une constatation. Et je vais me faire jeter en tenant ce genre de propos. Mais, et même pour trouver des gens, comme des femmes de chambre, par exemple, tu vois. Et sachant que nous, elles sont bien payées au domaine. Elles travaillent dans des conditions plutôt agréables. Elles ont des contrats de 35 heures et elles en font que 25. Tu vois, donc, c'est normal parce que lorsqu'on leur demande de faire un petit effort, elles sont présentes. On ne trouve pas de monde, quoi. C'est assez complexe. Et je me mets à la place de tous ces restaurateurs, de tous ces hôteliers qui, eux, ont des structures beaucoup plus importantes que la nôtre, et qui font face à de vraies difficultés de recrutement et être contraints, parce que clairement, c'est ça aujourd'hui, hein. Ils sont contraints à fermer certains jours, à ne pas travailler, parce qu'eux, ils ne trouvent personne. Bref, genre, on est dans un pays où il y a plus de 3,5 millions de chômeurs. Ouais. Qu'est-ce qui explique, selon toi, cette dissonance entre le fait qu'il y ait 3,5 millions de chômeurs et le fait qu'on ne trouve pas de personnel qui a envie de travailler? Alors, alors moi, mon point de vue, je pense qu'on a malheureusement trop dévalorisé le travail. Alors, il y a deux effets. Je pense qu'il y a il y a l'effet post-Covid. Les gens ont découvert qu'il y avait Netflix et qu'au final, avec 20-30% de moins sur leur salaire, ils étaient mieux à rester chez eux plutôt qu'à se lever le cul le matin pour aller bosser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on est un pays, j'adore mon pays. Enfin, franchement, je suis très très fier de ce que nous sommes, de tout ce que la France représente aujourd'hui. Mais je pense qu'on est allé trop loin sur la partie sociale et on a totalement dévalorisé le travail. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'est pas normal aujourd'hui que des personnes qui se lèvent tous les matins à 7 heures et qui vont bosser dans des usines, qui ont des travails difficiles, sont autant valorisés ou moins que des gens qui restent chez eux et qui perçoivent une allocation. Pourquoi ? Alors, aussi parce que, je pense que dans les mentalités françaises, il n'y a pas de remise en cause personnelle, de se dire, voilà, aujourd'hui je suis boulanger et demain je vais apprendre à être maçon. Parce que voilà, je suis boulanger, alors il faut que je sois boulanger. Ouais, mais bon, à un moment donné, il faut aussi évoluer, quoi. Et puis, contrairement également à, par exemple, les États-Unis, qui est un pays beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Mais la mobilité chez nous, elle est quasi nulle, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui cherche un travail, elle va chercher un travail dans un périmètre de 50 km, et puis après, c'est trop loin, quoi. Donc quand tu cumules, je veux rester dans ma profession initiale sans remise en cause. Et 2, je ne veux pas bouger du périmètre de là où j'habite à 50 km. Ouais, forcément, dans l'équation, à un moment donné, ça déconne, quoi. Ouais, complètement. Revenons justement au moment où tu gères ce groupe à l'international. Quand tu es dans une telle ampleur justement de développement, de déploiement, comment tu fais pour maintenir la cohésion, l'organisation et la direction au sein justement de ce groupe et toutes ces entités et réussir à garder une certaine linéarité dans le suivi des process et que tout se passe bien? Bon, alors pour les process, c'est pas très compliqué parce que clairement, moi je suis un petit peu dictateur, un peu monarque. Donc, mais c'est une ancienne école, ça, il faut le savoir. Je pense que c'est plus trop comme ça maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai imposé les choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des process qui étaient écrits, des contrôles qualité qui étaient écrits. Et comme on signait des contrats transverses sur différents pays, sur des zones géographiques complètes,
Par exemple, lorsqu'on signait un contrat pour Reckitt Benckiser, le process était écrit et déployé sur tous les pays européens, chacun appliqué à la lettre les choses. Bon. Après, il y a une sensibilité, et alors c'est justement, lorsque j'ai vendu mon groupe, j'ai vendu ça à des Américains. Et alors, la grosse problématique que j'avais avec eux, c'est que les Américains, quand ils créent un modèle économique, et que ce modèle économique fonctionne aux États-Unis, dans la grande majorité des cas, ils pensent que c'est duplicable, comme ils l'ont créé chez eux, et que ça va marcher partout. Bon. J'avais en face de moi des gens qui pensaient comme ça. Alors, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises américaines, bien entendu, mais en l'occurrence, là, c'était le cas. Et il faut savoir que si on prend simplement l'Europe, l'approche commerciale que tu as en France, en Allemagne, en Italie ou en Espagne ou en Angleterre, elle est totalement différente d'un pays à l'autre. Voilà. Donc là, sur ce process commercial, c'était le country manager qui, issu du pays, résident et étant espagnol, anglais ou italien, et qui avait donc une connaissance de l'environnement sur lequel il travaillait, bien entendu, parce qu'on prenait des gens qui étaient quand même aguerris, va aller mettre en place ces process commerciaux. Bon. Ensuite, pour ce qui était... Alors, malgré le fait qu'on était un groupe de 400 personnes, c'était quand même une entreprise très familiale. Et très... c'est-à-dire qu'en fait, les country managers avaient une totale autonomie de gestion. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours eu ce que Frédéric m'avait appris, la dynamique du management par compétence. Donc, à partir du moment où j'avais un country manager qui était compétent, on fixait ensemble les objectifs en début d'année, il avait ses process, et puis il avait juste à sortir son résultat et je lui foutais la paix. Voilà. Okay. Et donc, il y avait une vraie dynamique de confiance, en fait. Et puis ensuite, je passais des semaines entières à faire le tour de tous mes pays. Et sur les contrats importants, c'était moi qui allais les signer avec mon country manager. Okay. Voilà. Et puis ensuite, on organisait une fois par an un gros séminaire où là, on faisait... j'essayais de créer des choses un petit peu exceptionnelles, un peu dans le mode scout, genre grosse chasse au trésor, raid en Turquie, genre de choses, qui va créer une certaine cohésion et où les gens vont se retrouver dans un environnement totalement différent, où on ne leur parle pas de business. La seule chose, c'est qu'on leur apprend à communiquer entre eux et à se connaître mieux les uns les autres. Voilà. Okay. Tu parles du moment où tu revends ton groupe à des Américains. Ouais. Tu peux nous parler de cette phase et du processus justement de la revente? Est-ce que la revente se passe bien? Je me suis fait planter. Justement. Ça s'est super bien passé. En fait, j'étais pas vendeur moi de mon groupe. J'étais en pleine levée de fonds avec un fonds d'investissement pour faire une acquisition en termes de logistique et une société d'objets promotionnels d'un de mes anciens associés, qui est toujours dans la partie d'ailleurs. Lui, il n'a pas arrêté, qui me permettait de multiplier ma taille par 2 et de maîtriser 2 axes complémentaires à mon expertise. Et puis débarque un groupe américain qui était donc, dans le même business que moi, avec des clients identiques et même des clients qui étaient les mêmes. Quand je dis identique, c'est-à-dire sur le même secteur d'activité, mais il y avait les mêmes noms de clients. Okay. Par exemple, ils avaient Pernod Ricard et nous, on avait Pernod Ricard. Bon. Ou PepsiCo. Et ils viennent me voir et ils me disent « Ah, Christophe, voilà, on est intéressé. » Parce que nous, en fait, ils avaient les États-Unis. Ils venaient de racheter l'Amérique latine, un petit groupe qui avait 6 pays en Amérique latine. Ils avaient un point d'ancrage en Angleterre, au UK. Mais ils n'arrivaient pas à traverser la Manche et à s'implanter sur l'Europe. Et moi, j'avais donc toute l'Europe. J'avais l'Afrique du Sud, le Moyen-Orient, la Russie et l'Asie. Et puis le Canada. Mais le Canada, ils avaient déjà un bureau. Et donc, avec mon acquisition, ils devenaient worldwide. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient capables d'aller voir un client comme L'Oréal qu'ils avaient et que j'avais, et de leur dire, voilà, aujourd'hui, on est capable de vous proposer une offre transverse sur l'ensemble du monde,
avec les mêmes process, les mêmes contrôles qualité, les engagements de saving, enfin tout ce que tu veux. Donc bon, ils arrivent, ils me font leur show, ils me disent « Ah, viens nous voir ». Ils étaient à Chicago, j'aurais dû me méfier. Et alors, donc je vais là-bas, et puis je leur dis « Bah ouais, intéressant, on peut signer un partenariat. » Ah d'accord, ensemble. Ils me disent « Non, mais non, nous on veut pas un partenariat, on veut te racheter. » Je dis « Ouais, moi je suis pas vendeur. » Il me dit « Attends, bouge pas, on va te faire une offre. » Bon. Et puis, donc, ils se pointent avec leur offre, 90 millions de dollars. Ouais, c'était pas mal, quoi. Donc, ce qui faisait à peu près 70 millions d'euros, à peu près. Et puis, donc, on avance dans le process. Donc, due diligence, audit, enfin, la totale. Et on finit par finaliser un accord. Et de fait, je suis obligé de laisser tomber mon acquisition pour me concentrer sur le sujet. Bon. Et dans le protocole, donc j'avais un cabinet d'avocats, j'ai 500 000 euros d'honoraires quand même sur le dossier. Il y avait des earn-out. Alors ça, ne jamais signer avec des earn-out. Mais moi, je ne le savais pas. Enfin, puis j'avais jamais vendu ma boîte. La fois précédente où j'avais vendu ma boîte, je l'avais vendue à mon pote. Donc bon, il n'y a pas de souci quoi, là-dessus. Et donc, il y avait des earn-out sur 4 ans. Okay. Voilà. Donc, un ticket d'entrée, et puis des gros earn-out, et un additional earn-out à la fin si tu performes encore plus. Okay. Bon, voilà. On signe. Et donc, excuse-moi, je te coupe. Les 70 millions, c'était le global décomposé. Ouais, c'est ça, exactement. Grosse connerie. C'est n'importe quoi. J'aurais mieux fait de prendre la moitié et de me casser. Bon. Et puis en plus, tu dois rester encore 4 ans, quoi. Ouais. Et tu sais pas avec qui tu restes, parce que bon, mais comme je tenais quand même pas mal mon groupe, mes équipes, j'étais assez serein sur le sujet, quoi. Et puis donc, ils payent. Première échéance, nickel. Voilà. Première année, on performe dans les clous, machin. Ils payent leur earn-out. Et deuxième année, à cause d'eux, je suis un peu en retard. Parce que dans les investissements, ils m'avaient promis plein de choses, et notamment le cash flow qui permettait d'ouvrir les nouveaux bureaux. Notamment, il y avait l'Ukraine, parce qu'on avait Moscou, on avait la Russie avec Moscou, je devais ouvrir Saint-Pétersbourg. Bon, bref, on était sur la Thaïlande, l'Inde, enfin, il y avait pas mal de trucs. Et en fait, ils n'avaient pas ce cash flow. En fait, ce qui se passe, ce que j'ai découvert a posteriori, c'était une boîte qui était cotée au Nasdaq. Lorsqu'ils ont fait l'annonce de l'acquisition de mon groupe, et qu'ils annonçaient donc qu'ils devenaient worldwide, ce qui n'était pas, le titre, il a explosé. Et ils ont tous pris un max d'oseille. Mais moi, je n'étais pas branché de tout ça. Voilà. Mais l'oseille, il n'est pas resté dans la boîte. Tu vois ce que je veux dire. Et donc... on commence donc là, ça commençait à avoir quelques frictions. Et puis, à l'américaine, je sais pas, ça devait être au mois de septembre. Ouais, c'est ça. Septembre, je sais plus, c'était avant les vacances. Non, septembre peut-être. Ils me disent, on a une réunion, on a un board, machin. Bon. Donc, ils descendent en France. Et puis, il y avait tout le monde. Il y avait donc... le CEO, le CFO, l'avocat, enfin, c'était un gros truc. Et donc, pendant cette réunion-là, je faisais ma projection sur l'année suivante au niveau de mes objectifs. Et puis, à la fin de la réunion, d'un coup, il y en a un qui se lève, il dit, nous allons... Alors, tu sais, tout était en anglais. Alors, moi, j'ai un certain niveau, mais je n'étais pas au top non plus. Il dit, on va procéder au vote de la révocation du président. Donc devant toi. Ouais, c'est ça, ouais. Après ton... Oui, j'ai fait mon truc, là, c'est le mec qui croit, voilà. Et donc, je les regarde, je dis, mais attendez, vous faites quoi? Puis il continue. Alors, qui est pour? Les mecs lèvent la main à l'unanimité. Bon, alors on note que en ce jour, machin, on a révoqué. Donc, il parlait de moi. Ouais. Voilà. Donc là, je me lève et je leur dis, mais attendez, vous croyez où les cow-boys, là?
Vous êtes en France, vous n'êtes pas aux États-Unis. Là. Donc, il y a des procédures, il y a une convocation préalable, vous ne l'avez pas faite, donc vous allez juste vous faire foutre, et je me casse. Donc, je suis parti. Bon, le lendemain, je reçois le recommandé de la convocation pour refaire une fois la deuxième réunion. Et donc là, ça a commencé. Donc, j'ai appelé mes avocats. Et donc, ils m'ont dégagé en tant que président. Alors, j'étais toujours... Donc, ils avaient toujours ce turn-out qui devait continuer encore sur 3 ans. Mais le problème, c'est que quand tu n'es plus aux commandes, sur un groupe, en plus, c'était des filous. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient des décalages de trésor, de machin, tout ça. Parce qu'en fait, dans leur système, ce que j'ai appris après à mes dépens, c'est que dans leur système de cotation au Nasdaq, la seule chose qui compte pour eux, c'est le niveau du share. Le reste, ils n'en ont rien à foutre. Et leur objectif, c'était de faire gonfler le share, le faire monter. Mais ça, ils le faisaient en annonçant des effets d'annonce. Et lorsqu'ils sortaient des résultats, ils étaient prêts à tout pour que cette dynamique de croissance, elle se génère. Donc, n'étant plus, moi, aux commandes de ma boîte, donc j'appelle mes avocats et je leur dis, bon, voilà, je viens de me faire débarquer. Ils doivent me payer 15 millions d'euros là, au mois de décembre. On fait quoi? Et mon cabinet d'avocats me dit, ah, mais vous savez, monsieur Delaune, dans les contrats comme ça, qui sont signés avec des earn-out, avec des sociétés américaines, dans 80% des cas, ça se termine mal. Je dis, mais attendez, vous vous foutez de ma gueule. Vous ne pouviez pas me dire ça il y a 24 mois. Auquel cas, je leur dis, bah voilà, le prix de vente, c'est 30 ou 40. Moi, je me casse, et puis vous prenez la boîte et vous vous démerdez. J'ai dit, bon, voilà. Bon. Donc après, on est parti dans les procédures, les machins. Je les ai attaqués aux États-Unis. Mais après, au bout d'un moment, tu sais, le problème, c'est que les procédures en France, ils en ont strictement rien à foutre. Ça les perturbe pas. Tant que c'est pas sur leur territoire, ils s'en tapent. Et puis lorsqu'on est allé attaquer là-bas, à un moment donné, j'avais plus les moyens de financer, parce que attends, les prix des avocats là-bas, c'est un truc de ouf, quoi. Donc c'est 50, 60, 70 000 balles par mois. Bon, je suis pas de famille, moi. J'ai pas les moyens de mettre 3,5 millions comme ça. Donc j'ai laissé tomber. Et puis ils sont pas payés les earn-out de décembre. Et je me suis assis sur un peu plus de 40 millions. Waouh. Écoute, l'argent pour moi n'a jamais été le principal moteur. C'est-à-dire, en fait, ça a toujours été un moyen pour moi, un moyen de faire les choses, une conséquence. Ouais, voilà, un moyen de voyager, un moyen de me faire plaisir, un moyen de faire plaisir aux gens qui sont autour de moi. Mais l'accumulation de la richesse, ça n'a jamais été mon leitmotiv. Donc oui, évidemment, ça fait mal au cul, je suis d'accord. Mais c'est pas comme si on t'annonçait que tu avais un cancer et que tu n'en avais plus pour 6 mois à vivre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Ce genre de choses. T'avais quel âge à ce moment-là? Attends, que je dis pas de bêtises, c'était en 2012, donc ça fait quoi? Ça fait 11 ans. 11 ans, donc j'avais 39, 40. Ouais, 40 balais, 42 balais. Et ça tombe justement au moment où tu te lances dans le projet du Grand Jardin? Oui. Enfin, tu parles du domaine d'Ablon. Non. Ah non, c'était avant ça. Avant. Ah oui, non. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Ok. Ouais. Non. Mon jardin, c'était lors de ma deuxième. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc la première société. Ça aussi, c'est une histoire de fou. Ouais, je fais que des conneries. Non mais le truc, c'est que je réfléchis. Enfin, en fait, dans le business, moi, je suis pas un joueur d'échecs. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un mec qui calcule les coups. Je suis pas un mec qui. Je suis quelqu'un qui la joue au feeling, un peu à l'ancienne, tu vois. Lorsque je signais des contrats ou des deals avec mes imprimeurs, on se tapait dans la main et on se dit voilà, ok, c'est bon, on est d'accord sur ça. Le prix du papier, c'est ça. Le prix du mille de tour, c'est ça. Et puis ça roulait, tu vois. Ouais. C'est une autre époque. Enfin, je veux dire, et donc ce que tu évoques tout à l'heure, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Aiko, donc de 21 ans à 25 ans, je suis chez Aiko avec mon associé et ami Frédéric Chevalier. Et
Et ensuite, à la fin, après l'introduction en bourse, je quitte le groupe et je monte ma première boîte tout seul. Ouais. Donc à 25 ans. Et il se trouve que 4 ans après, je suis au même niveau qu'Aiko. C'est-à-dire qu'en termes de chiffres, en termes de chiffre d'affaires. Voilà. Et à ce moment-là, Fred m'appelle, il me dit écoute Christophe, j'ai une petite opération sympa à te proposer. Je te rachète 10 fois, je te valorise 10 fois. Parce que moi, je revends après tout le groupe derrière et je vais refaire une plus-value sur la consolidation de toi plus moi. Voilà. Donc, bon deal. Donc, je dis OK. Donc là, à l'époque, je prends, pareil, quelques dizaines de millions d'euros. Et donc, je vivais à Saint-Étienne. Okay. Et puis, mon ami Frédéric me dit « Ah, Christophe, viens t'installer. » Parce que j'avais vécu précédemment 5 ans à Aix-en-Provence. Et donc, il me dit « Ah, mais viens t'installer à côté de chez moi. On sera côte à côte, on pourra faire des trucs, ça va être fun et tout machin. » Donc je redescends à Aix-en-Provence et de fait je me rapproche de deux de mes filles qui vivaient à Aix. Parce que je faisais les voyages les week-ends pour aller les chercher, les ramener, voilà. Et donc j'achète une bastide 18e avec 17 hectares de terrain, qui était une exploitation horticole. Et j'ai la bonne idée de lui redonner. Donc là, je me suis pris pour le roi soleil. Hein. J'avais 29 ans, avec plusieurs dizaines de millions d'euros sur mon compte bancaire. Et donc, je remets en état cette bastide pour lui donner... C'était une des plus belles bastides... Enfin, le parc était un des plus beaux parcs paysagers au 19e siècle d'Aix-en-Provence. Okay. Et donc, je me remets à rénover la bastide et puis je recrée sur les 17 hectares un jardin romantique 19e d'inspiration italienne. Donc là, 8 jardiniers à temps plein, enfin, ouais. Du grand n'importe quoi. Non, mais bon, enfin, du grand n'importe quoi. Non, aujourd'hui, je ne regrette pas ce que j'ai fait parce que c'est une expérience qui était assez exceptionnelle. Bon, voilà. Alors, entre-temps, je recrée à nouveau une boîte. Ouais. Que je lance, qui marche super bien, où j'étais toujours premier commercial, dans la dynamique, avec des petites équipes, et puis des équipes un peu dans toute la France. Bon, ouais. Et puis à un moment donné, je me dis que j'ai envie de créer un salon sur l'art des jardins, parce que je voyageais pas mal. J'allais voir le Chelsea Flower Show, Hampton Court, différentes manifestations en Europe. Et je me dis, tiens, il n'y a rien en France d'équivalent sur le sujet, c'est con. Et donc, comme ma propriété est terminée et qu'elle a la capacité d'accueillir ce genre d'événement, je confie la gestion de ma boîte à mon directeur financier, mon directeur général, ma directrice de production, et puis je ne suis plus du tout dans l'opérationnel, sauf que je pèse 60% de la marge brute et du chiffre d'affaires, tu vois, donc genre n'importe quoi, en me disant ouais ça va fonctionner quoi. Puis c'est un puissant fond en fait ce truc là, ça pompe, il n'y a pas de revenu, tu vois ce que je veux dire. Quel est, avant qu'on continue l'histoire, ouais. Quel élément fait que tu prends cette décision rationnellement à te dire c'est une bonne idée? Non, mais il n'y a pas de rationnel là-dedans. Okay. Non, mais c'est purement émotionnel, complètement débile. Ouais. Non, mais c'est complètement stupide. Et d'ailleurs, ce qui m'est arrivé derrière était totalement mérité. Mais dans l'absolu. Mais non. Qu'on comprenne en fait ce qui se passe. Non, c'est juste à un moment donné, c'est une espèce de passion qui prend le pas sur la raison. Okay. En fait, c'est ça l'histoire. Donc purement émotionnel. Ouais, c'est ça, mais il est complètement débile. Tu perds complètement la raison et tu te dis... Ouais, je dis tiens, je vais faire un salon sur le machin. Alors bon, on ouvre ce salon. Alors évidemment, on fait un carton. Hein. Ça marche du feu de Dieu. En l'espace de 6 mois, on devient le deuxième événement sur Aix-en-Provence après le festival d'art lyrique. 250 exposants, 25 000 visiteurs. On draine toute la côte sud, en fait. Hein, et on devient le deuxième, écoute bien, en 6 mois, le deuxième événement sur l'art des jardins en France. Ah ouais. Après Courson. Ouais, non, c'est un truc de fou. Donc,
Et puis tout le monde, mon pote Fredo me dit mais arrête tes conneries, tu vas prendre le mur, mais qu'est-ce que tu... Mon directeur financier qui tire la sonnette d'alarme, j'écoute personne, je continue dans mes conneries. Et puis là, j'ai pris le mur, quoi, en fait. Hein. Donc la boîte, elle a périclité en 6 mois. Enfin, on a perdu des clients, du chiffre d'affaires. On n'arrêtait pas de me dire ouais, Christophe, faut que tu reviennes. Je dis ouais, mais non, ça va aller. Et puis on a pris le mur, on a pris le bouillon. Et j'étais caution solidaire parce qu'à l'époque, c'était comme ça, sur les lignes bancaires et les lignes de factor. Ils m'ont tout pris. Je me suis retrouvé à poil. 0 reset. Et avec le recul aujourd'hui, c'est quoi les leçons que tu retires d'avoir tout perdu ? Parce que tu as gagné beaucoup d'argent, tu as tout perdu, tu as gagné beaucoup d'argent. Alors, écoute, tu vois, ça prouve une fois de plus que c'était pas ma motivation. Enfin, ça n'a jamais été le... Je pense que si je serais beaucoup plus riche aujourd'hui si j'avais été beaucoup plus raisonnable. Mais c'est pas le cas. Alors, le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que tu vois, c'est pendant 10 ans, dans une dynamique entrepreneuriale, tout ce que je touchais, ça fonctionnait. C'est-à-dire que chaque fois que j'entreprenais quelque chose, ça marchait, ça crachait du cash. Et donc, tu deviens un connard, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'en fait, t'es tellement ancré sur la certitude. Cette confiance. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu te dis, ouais, je suis un dieu, quoi. Ouais, tout ce que je fais, ça marche, ça crée, ça sort du cash. Donc, dès que t'es un vrai con, tu deviens un con, quoi. Donc, au final, cette descente aux enfers, accompagnée de tout ce qui va avec, genre ta femme qui se casse, qui te balance aux impôts, tu te retrouves convoqué à la brigade financière, le tribunal de commerce, voilà, total, quoi. Elle te remet les pieds sur terre. Vraiment. Alors bon, c'est un petit peu excessif, mais comme je suis un personnage excessif, de toute façon, pour redevenir moins con, il fallait ça, quoi. Okay. Et très honnêtement, hein, je souhaite à personne ce genre de galère, hein, parce que tu te retrouves avec plus rien. Hein, puis, tu sais, c'est là où tu t'aperçois que, au final, t'as pas beaucoup d'amis, quoi. Ouais. Tu te retrouves assez seul quand même. Mais néanmoins, c'est une bonne traversée du désert. Enfin, je veux dire, c'est que je dois être maso, hein, mais c'est une bonne remise en cause sur ce qui est essentiel. Voilà. Et puis après, comme je te le disais, tu as la capacité. Moi, j'avais à l'époque 4 enfants à charge. Je me suis remonté les manches, je me suis remis au taf, quoi. Et j'ai recréé de la richesse. Tu as peut-être partagé quelques éléments de réponse ici, mais qu'est-ce qui fait que psychologiquement, justement, tu rebondis et tu te dis je dois continuer à avancer dans tous les cas, et même si j'ai l'impression d'être au fond du trou, je continue à avancer, je retourne. Tu sais, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Ouais. Je pense que c'est une capacité que tu as en toi ou que tu n'as pas. Enfin, une espèce de force intérieure. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de relativiser les choses. C'est de remettre l'importance de la situation face à des choses qui sont plus importantes. C'est-à-dire que, par exemple, la maladie, c'est quelque chose qui est plus important que de te retrouver ruiné. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que pour le coup, c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas de... Tu peux rien faire. Ouais. Voilà. Bon, lorsque tu te retrouves dans ce type de situation, je veux dire que quelque part, tu es maître de ton destin. Bon. Donc, moi, j'ai croisé des potes entrepreneurs qui me disaient « Putain, Christophe, moi, un truc comme ça m'arrive, je m'accroche au lampadaire. » Je dis « Mais c'est complètement stupide. » Enfin, je peux comprendre que c'est des périodes de désespoir, de remise en cause. Bon, mais... Alors ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point pour moi, qui est essentiel, moi, c'était la famille. C'est que j'avais 4 gosses. Ouais. Bon, 4 gosses et 2 pensions alimentaires. Donc déjà, ça te colle un peu la pression, quoi. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, dans notre système, et c'est là où il faut saluer tous les entrepreneurs aujourd'hui en France, quels qu'ils soient, c'est que, et c'est dommage d'ailleurs que parfois les salariés ne comprennent pas ça. C'est une espèce de...
tu sais, cette espèce de lutte de classe à 2 balles là, qui est complètement décalée. Mais on devrait plus expliquer aux gens que un entrepreneur, il a mis ses couilles sur la table. Tu vois ce que je veux dire? Il y passe ses jours, il y passe ses nuits, il rentre chez lui, chez lui avec ses problèmes, il y a des problèmes avec la TVA, avec l'URSSAF, comment il va payer ses salaires, est-ce qu'il va être payé de ce client? Enfin, c'est full time, quoi. Voilà. Le salarié, il rentre chez lui. Bon, ça va, enfin, il retrouve sa femme, ses gosses, il va regarder son match de foot à la télé. Enfin, je veux dire, c'est tranquille, enfin, tranquille dans l'absolu, tu vois ce que je veux dire. La pression que tous les chefs d'entreprise ont sur leur responsabilité et sur le fait que à chaque choix, ils jouent avec leur vie quelque part. Ouais. Parce que tu peux te retrouver demain SDF, quoi. Enfin, je veux dire, si tout le monde te lâche autour de toi, tu perds ta femme, tu perds ton appart, enfin, je veux dire, ça va vite, quoi. Ça peut aller très très vite. Donc voilà, donc après, cette énergie, donc voilà, moi je te dis, c'est cette espèce de résilience qui est attachée à ma personnalité. La pression de te dire, j'ai 4 gosses, j'ai pas le choix. Donc là, il va falloir que je continue à assumer mon rôle de chef de famille, quoi, voilà, auprès de mes enfants, et puis leur montrer également. C'est une fois de plus, dans l'éducation d'un enfant, je pense que ce qui compte aussi, c'est l'exemplarité, tout comme dans une entreprise. Donc si tu montres pas à ton gosse que... D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé avec mes enfants. On s'était retrouvés tous les 4 après qu'ils aient vidé la baraque de tous les meubles, les œuvres d'art, enfin la totale. Et ils avaient même pris les lits. Bon, pourquoi pas. Donc on est allé chercher des duvets. Et puis on a dormi tous les 5 côte à côte par terre sur le sol, dans nos duvets. Bon. Et là, je leur ai dit, voyez les filles, papa il a tout perdu. Mais on est ensemble. Et c'est ça qui compte. C'est pas ce qu'on avait et ce qu'on n'a plus. C'est ce qu'on est. Bon, voilà. C'est un peu ça, en fait, la dynamique. Et je peux comprendre, hein, lorsqu'un entrepreneur, parce que pour l'avoir vécu, t'es interdit bancaire, t'as les huissiers au cul, t'as le tribunal de commerce qui est plus ou moins sympa en fonction de là où t'es et de ce qui s'est passé. Et puis tu te dis comment je fais pour bouffer, comment je fais, enfin tu vois, c'est compliqué, quoi. Ouais, surtout que tu passes de tout à rien. Mais c'est ça, quasi instantanément. Ouais, non, mais en plus de tout, alors moi j'étais dans le tout d'excès, tu vois, donc voilà, à rien. Bon, puis sans compter après les emmerdes, les gens qui te jugent, enfin bon, faut vraiment avoir une sacrée carapace, hein, lorsque tu te retrouves dans ces situations. Et je pense très honnêtement que ça dépend également à quel âge ça t'arrive. Parce que je pense que la capacité que tu peux avoir à faire face à ce genre de situation, elle est différente en fonction de l'âge que tu as. Ouais, je veux rebondir sur un élément de ta vie qui certainement t'a influencé aussi en tant qu'entrepreneur, mais dans ton état d'esprit. C'est que tu as été scout de l'âge de 8 ans à 28 ans. Ouais. En quoi cette expérience, elle a construit ta personnalité, elle a construit la vision que tu as de la vie et ton mindset, ton état d'esprit, que ce soit perso ou d'entrepreneur? Est-ce qu'il y a un lien avec tout ça finalement? Ouais, non, clairement. J'aurais jamais été entrepreneur si je n'avais pas fait de scoutisme. C'est très structurant en termes de valeurs. Tu vois, l'article 1 de la loi scout, c'est le scout met son honneur à mériter confiance. Donc c'est un certain nombre de valeurs où l'article 7 ou 8, je sais plus, c'est le scout chante et sourit dans les difficultés. Tu vois, voilà. Et donc ce sont des choses qui te construisent et qui te structurent. De la même manière, la progression dans le scoutisme quand tu es tout jeune, elle t'apprend à prendre des postes d'action, des postes de responsabilité, de compétences que tu vas aller gagner. Je dis n'importe quoi, cuistot, cuisinier, donc tu vas apprendre à faire le feu, faire à bouffer sur le feu, fabriquer un four, faire des gâteaux dans une gamelle, voilà, ce genre de choses. Et donc, tu as une fonction, tu dois assumer cette fonction au sein de ta patrouille, de ta sizaine, puisque c'est toi qui es responsable de cette expertise, en fait, hein. Et les autres comptent sur toi pour que tu assumes correctement cette fonction. Voilà. Donc ça, c'est... Et puis ensuite, après, quand tu grandis, c'est toi qui deviens le responsable d'une patrouille de 6 ou 7 garçons. Et donc, c'est toi qui dois apprendre à ce que les autres apprennent
Et c'est toi qui dois les guider, qui dois les orienter sur les différents chemins, à la fois techniques, à la fois sur le plan de leur vie dans le scoutisme. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis enfin, la dernière étape, c'est passer 19 ans, où tu encadres complètement, et donc tu vas aller organiser la vie de 30, 40 gamins, les activités, les camps, les aventures que tu vas leur faire vivre. Voilà. Et donc toutes ces étapes, en fait, pendant toutes ces années, t'apprennent à avoir une responsabilité, à l'assumer, à avoir des valeurs, à avoir une parole, la tenir, à savoir que dans l'amitié, y a des choses qui sont essentielles, et quelle que soit la situation, tu lâches pas ton ami. C'est si tu tombes, je tombe. Tu vois, voilà, c'est ouais, pour moi essentiel, des choses qui sont importantes. C'est extrêmement intéressant finalement, parce qu'on remarque que ça t'a forgé, même si tu avais des prédispositions, ça t'a forgé au fur et à mesure des années à avoir justement cet état d'esprit où quand tu énonces ces règles, typiquement le scout reste souriant et dans les difficultés. Dans les difficultés. C'est ça. C'est ça. Moi, je t'imagine au milieu de ces difficultés. Et, c'est ça. Tiens, je te connais maintenant et je te vois vraiment comme ça, quoi. Voilà, oui, mais c'est ça, en fait. Il y a un poème de Kipling que tout le monde connaît, enfin, beaucoup de gens le connaissent, qui s'appelle Si, et qui t'explique que lorsque tu perds tout, il faut te battre et reconstruire les choses. C'est ça. C'est rigolo parce que dans l'absolu, tu n'es jamais prédestiné à savoir qu'un jour tu vas tout perdre et que tu vas te retrouver dans une merde noire, quoi. Bon, voilà. Ça te permet. Peut-être que ça te donne des armes pour faire face à l'adversité et puis à te comporter également, dans certains cas, de manière exemplaire en amitié. C'est essentiel pour moi, ça aussi. Ouais. Avant qu'on passe à la suite, parce que j'ai envie qu'on parle du domaine, qu'on parle encore de plein de choses. Là, donc, tu es dans cette pièce avec tes duvets, tes filles. Tu leur dis ça, justement. Et comme tu dis, tu es dans une merde noire, pour reprendre tes propos. Combien de temps et qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir t'en sortir ? Alors, ça a été hyper rapide. Bon, d'abord parce que je ne sais pas rester dans l'inaction. Et puis alors là, pour le coup, au vu du niveau d'emmerde que j'avais entre ma femme, c'est tout ce qu'elle faisait, et derrière tout ce que j'avais au cul, il fallait trouver une solution. Donc, je n'étais pas trop mauvais dans mon secteur d'activité. Et puis, il y a une boîte irlandaise, en fait, qui est venue me voir pour me demander de leur créer, from scratch, une plateforme de print management en France. Ils n'étaient pas implantés sur la France. Enfin, ils avaient des bureaux commerciaux, mais ils voulaient s'étendre et avoir une activité print management. On a décidé, on a convenu d'un accord avec des gros honoraires mensuels pour moi. Et en 8 mois, je m'étais refait une santé financière et qui m'a permis de me remettre à cheval, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, le hasard de la vie m'a fait rencontrer quelqu'un que j'avais rencontré il y a très 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 longtemps, qui avait une petite boîte qui était basée à Saint-Étienne, à l'époque où je vivais là-bas, et qui en avait marre, qui avançait pas, enfin qui voulait pas, qui avançait pas. C'était une petite société qui gérait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui avait un petit entrepôt. Et donc je lui dis, écoute, c'est pas compliqué, moi je te propose un truc. Je te prends 50% de la boîte tout de suite. On monte des bureaux à Paris. Et puis, je te développe le truc. 3 ans après, on avait 27 bureaux dans le monde. Et j'avais bouclé le truc. Et j'avais pris ma revanche. C'est ça. C'est parce qu'il y a aussi ça aussi qui est une source d'énergie importante. Enfin, pour moi. Ouais, c'est ça. Quand tu as échoué, le fait de dire, attends, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Et d'aller jusqu'au bout et de rien lâcher pour pouvoir sortir de la galère dans laquelle tu es. Ouais. C'est intéressant justement ce déclic de la revanche, ce truc de je vais leur prouver, je vais avancer et je vais à tous leur donner tort. C'est ça. Oui, parce que tu sais, lorsque tu es en position d'échec, c'est rigolo parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec Oussama, avec The Family. Lorsque tu es dans la réussite, tu as tout le monde autour de toi qui t'applaudit, t'es un dieu, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, entre guillemets, dans ton microcosme. Et tout le monde
te félicitent. Enfin, t'as que des potes, quoi. Voilà. Quand t'es dans la merde et que t'as échoué, d'un coup, tu deviens un loser. Tu vois, tout le monde te critique. C'est plus tes qualités qui sont mises en avant, c'est tes défauts, c'est tes travers, c'est des erreurs que t'as pu faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait de dire, bon, écoutez les mecs, pas de problème, je prends note de tout ce que vous me dites là. Vous allez me laisser un petit peu de temps là, je vais m'y remettre et vous allez voir ce dont je suis capable. Voilà. Et ça, c'est jouissif, sans déconner. C'est rigolo parce que au-delà de la réussite financière, tu vois ce que je veux dire, ou du rebond, c'est jouissif que de se dire, regardez d'où je suis parti et tout le monde m'avait enterré. Regardez, je suis arrivé. Ouais, c'est pas mal. Une belle revanche sur la vie, quoi. Je te rejoins complètement. Et justement, tu parles de Oussama. Ouais. Y a un sujet qui vous rallie en particulier, c'est aussi le domaine. Ouais. Le domaine d'Ablon. Moi, j'ai eu l'occasion d'y passer du coup plusieurs fois, plusieurs jours. Ouais. C'est une expérience juste incroyable. C'est vraiment un endroit magique. La première fois, juste avant d'y arriver, Oussama m'avait dit « Je peux pas te montrer des photos, je peux pas te montrer des vidéos, je peux pas t'expliquer. Il faut que tu le vois. Il faut que tu le vois pour te rendre compte. » Bien sûr. C'est vrai. Donc, je vais te demander un exercice assez compliqué peut-être. C'est est-ce que toi, qui l'a créé, finalement, qui l'a pensé, imaginé, créé, est-ce que tu saurais expliquer l'âme qu'il y a dans ce domaine et comment l'idée de chaque détail, chaque suite, chaque endroit, chaque espace a été justement pensée pour avoir sa propre identité, sa propre âme telle qu'elle l'a aujourd'hui? Alors, donc de la vie d'avant le domaine, donc bon, déjà je voyageais beaucoup de par mes activités professionnelles. Et puis pendant plusieurs années avec Véronique, ma femme, la femme de ma vie, on a fait des safaris photos à travers le monde, sur les grands félins. Donc une dizaine de pays en Afrique pour le lion, le léopard et le guépard. L'Inde, le Népal, l'Indonésie pour le tigre. Et puis le Pantanal, le Brésil et le Belize pour le jaguar. Et donc, on a beaucoup voyagé. J'ai dû faire un petit peu plus de 80 pays à travers le monde. Voilà. Bon, puis à chaque fois, comme j'ai eu la chance d'en avoir les moyens, tu vois, je suis un épicurien. Moi, j'aime bien les beaux endroits, j'aime bien la bonne bouffe. On se faisait plaisir et on allait dans des endroits sympas. Bon. Le truc, c'est que quand tu as une activité professionnelle, on va dire intense, où tu es connecté aux autres et à ton entreprise H24, quand tu prends des vacances, c'est un peu égoïste de dire ça, mais tu n'as pas envie d'être avec les autres. Alors, moi, je l'avoue clairement. Et c'est rigolo parce que aujourd'hui, mes clients ont l'honnêteté de le dire eux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils aiment bien être dans des endroits où il n'y a pas les autres. Bon. Le truc, c'est que sur un niveau de standing élevé du type 5 étoiles, le concept de la villa à part avec le service hôtelier, ta piscine privative et tout ce qui va avec, en France, ça n'existe pas. Voilà, quasiment pas. Voilà. Ce concept existe, par contre, en Asie, en Indonésie. J'ai pas trouvé aux États-Unis, un tout petit peu au Moyen-Orient, mais pas trop. Bon, voilà. Alors donc, l'idée... Bon, donc j'avais vendu mon groupe, là. Et puis, tu sais, la question qui se pose, passer la quarantaine, tu sais, quand tu pars de nulle part, comme moi. Moi, je suis issu d'un milieu où... Alors, j'ai été élevé déjà par mes grands-parents. Mon grand-père était commercial dans une brasserie. Et ma maman, elle travaillait pas, elle s'occupait de ses enfants. Donc on était issus d'une famille très 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 modeste. Donc quand tu commences et que tu commences à gagner un peu d'argent, tu as une espèce de to-do list, tu sais. C'est genre, moi, je me rappellerai toujours, le haut de ma to-do list, c'était m'acheter une paire de paraboots. À l'époque, ça coûtait 900 balles. Une paire de pompes à 900 balles, c'était... Bon. Et donc, alors, c'est les voyages, les bagnoles, les montres, les costards. Enfin, tu vois... Okay. Même une wishlist, finalement. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, mais quand tu arrives à 30-35 balais et que tu as rempli toutes tes cases,
Tu fais quoi? Enfin, je veux dire, c'est que y a des gens qui aiment l'accumulation de la richesse. Bon, moi, c'est pas mon truc. Enfin, je veux dire, en plus, j'ai l'exemple de mon premier associé, Frédéric Chevalier, qui était blindé à millions. Il a eu un accident de moto à 52 balais. C'est le plus riche du cimetière de Cabriès. Enfin, je veux dire, c'est triste. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est bien pour la génération d'après. Mais donc, l'accumulation de la richesse, pour moi, n'a jamais été une motivation. Donc, quand tu as rempli toutes tes petites cases, là, bon, puis tu dis, il doit me rester une dizaine de pays à voir, où il y a deux trucs que j'ai pas vus. Bon, ok, mais bon, je ne vais pas jouer au golf tous les jours, c'est pas mon truc. Tu fais quoi? Et alors ça, c'est le premier élément de la réflexion. Le deuxième, c'est que moi, je suis un gros mégalo. Donc, non, il faut savoir ce qu'on est quand même. Il faut assumer. Hein, bon, voilà. Et je suis parti d'un concept, enfin d'un principe qui dit que j'aimerais bien, avant de partir, de laisser une espèce de trace de mon passage. Tu vois, parce que quand tu te limites à entrepreneur, ok. Bon, alors, il y en a certains qui vont rester dans les annales, comme Bernard Arnault, comme Steve Jobs. Mais bon, dans un siècle, Steve Jobs et Bernard Arnault, ne va pas en rester grand-chose. Hein. Et tu vois, on est déjà à un sacré niveau. Donc, même un entrepreneur qui a réussi normalement, il va passer dans l'histoire. En revanche, ce qui ne va pas passer, c'est ce qu'il aura construit, ce qu'il aura bâti, mais de manière physique. Tu vois ce que je veux dire? Je regarde, un mec comme le facteur Cheval, son ouvrage, il traverse le temps. Bon. Alors après, je vais prendre un exemple qui m'aurait correspondu à une époque. Tu prends Louis XIV, quand il fait Versailles. Dans 200 ans, Versailles sera toujours là, tu vois ce que je veux dire. Bon. Donc, partant de ce principe, je me dis, voilà, l'idée, c'est de créer un endroit, un lieu d'hospitality où on va prendre en charge le client de manière très personnalisée. On va le mettre dans un environnement stéréotypé. Donc, alors nous, on est en Normandie, donc maison à colombage, toit de chaume, jardin anglo-normand, cheminée, vieux matériaux, bois, tu vois, déco un peu british, anglo-normande. Et on va lui donner le sentiment qu'il est comme si c'était dans sa résidence secondaire. Et on va lui apporter tout le service, toute la disponibilité d'un 5 étoiles. Et ça n'existait pas. Enfin, ça n'existe toujours pas trop, quoi. Enfin, voilà, en France, en l'occurrence. Et en Europe, bon, je l'ai trouvé 2-3, mais pas, enfin, à notre niveau. Bon. Donc, on part de zéro. Et puis, alors, l'autre élément, moi, je trouve qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est triste. Dans un monde qui ne rêve plus. Dans un monde qui a de moins en moins de passion. Pourtant, hein, ma dernière fille, elle a 9 ans, tu vois. J'aimerais pas grandir à cette époque si j'étais à sa place. C'est triste de dire ça, hein. Mais je sais pas. Moi, je suis la génération des années 80. C'était l'insouciance. Tout était possible. On avait des modèles, on avait des héros, mais vivants, tu vois. On avait encore des aventuriers. Voilà. Et tout ça, je le trouve plus, moi, autour de moi. Mais parce que je suis un vieux con, hein, aussi. C'est peut-être ça aussi. Hein. Bon. Et donc, je me suis dit, en plus de ça, on va forcer le trait et on va faire comme si... Enfin, on va donner l'impression aux gens qu'ils sont dans une bulle un petit peu hors du temps. Tu vois un peu, je pense que le voyage dans le temps, ça, c'est une véritable nouvelle dynamique touristique. C'est-à-dire qu'en plus d'aller dans un endroit qui va être soigné, qui sera authentique, tu donnes le sentiment aux gens qui vont venir dans un endroit qui vont être coupés de l'extérieur. Voilà. Et aujourd'hui, on a beaucoup de nos clients qui viennent se ressourcer chez nous et qui viennent se poser et qui viennent passer quelques jours en se disant « on est déconnecté ».
ils vont prendre soin de nous, et on est dans un endroit qui est magique. Voilà. Et alors ensuite, pour répondre à ta question sur la partie des détails, bah ça c'est mon côté maniaque, voilà, qui est lié au boulot, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, et puis, alors quand tu vas dans un hôtel, aussi beau soit-il, par exemple, tu prends l'exemple de la chaîne Haman que j'adore, et que tu arrives dans un établissement, Haman où qu'il soit, il y a une standardisation des chambres. Tu vois ce que je veux dire? C'est les mêmes lits, c'est les mêmes éviers, c'est les mêmes baignoires. Voilà. Il n'y a pas de rupture. Mais bon, c'est normal, ils sont sur une dynamique de volume, d'économie d'échelle. Enfin, bon, voilà. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, chaque suite est différente, chaque salle de bain est différente, d'une suite à l'autre, c'est différent. Les lits ne sont pas les mêmes, les marbres ne sont pas les mêmes, la déco n'est pas la même. Et on part sur quelque chose qui va être intemporel. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans le contemporain. Bon, hormis le fait que je n'aime pas ça du tout, mais après, c'est... Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que un Chesterfield en cuir, aujourd'hui, il est neuf. Dans 10 ans, il sera moins neuf, mais il sera encore plus beau qu'il l'était aujourd'hui et il ne sera pas has-been. Bon, donc, voilà, c'est ça. Et puis, d'être dans le détail surtout. C'est-à-dire que comme si c'était à chaque fois ma maison. Et la grande difficulté, c'est qu'à chaque nouvelle suite ou à chaque nouvelle maison, il faut se remettre en cause complètement, refracasser. Alors, on est évidemment sur le même schéma architectural pour créer une ligne. L'idée, c'est de créer en fait un éco-village complet et de ressortir quelque chose qui sera nouveau et qui va créer l'étonnement. Voilà. Et l'objectif de tout ça, quand on aura fini, quand on aura trouvé les fonds qui nous manquent pour terminer, c'est qu'en fait, on est créé un lieu, un espèce de petit village qui va rassembler, qui sera, on va dire, un écomusée de ce qu'est l'architecture traditionnelle normande du Pays d'Auge, avec ses savoir-faire d'artisans, et dans un esprit bucolique, léger, hors du temps. Voilà. Et bon, pour l'instant, ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne bien, ouais. Effectivement. Ouais. J'invite d'ailleurs ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'aller au domaine d'Ablon d'y aller, de découvrir ça, parce que même si tu l'as si bien expliqué, il faut le vivre. Il faut le vivre vraiment. Mais un autre point aussi que j'identifie chez toi par rapport à tout ce que tu nous racontes ici, c'est finalement, tu as eu beaucoup de métiers dans ta vie. Tu as eu le métier justement avec tout ce qui est le print. Tu as le métier de la construction. Tu as le métier de l'hôtellerie. Et dans chacun de ces métiers, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère, quoi. Tu vas vraiment... tu pousses la discipline, l'art, à son paroxysme. C'est vraiment un trait de personnalité que tu as finalement, d'aller au bout des choses, d'aller à fond dans le truc. Qu'est-ce qui caractérise ça? Qu'est-ce qui fait ça, selon toi, chez toi spécifiquement ou chez d'autres entrepreneurs que tu as pu identifier? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, n'arrivent pas à être aussi intenses ou aussi focus dans ça. Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer ou pas? Alors, oui, je pense que... Alors, il y a plusieurs... alors déjà... malheureusement, je suis freiné parce que je voudrais aller encore plus loin et plus vite, mais bon, il faut que les finances suivent. C'est toujours le nerf de la guerre. Néanmoins, oui, alors je pense que l'énergie, la passion sont des facteurs qui sont essentiels. Je pense que tous les entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent dans un projet sont passionnés par ce qu'ils font, parce que sinon ils ne seraient pas entrepreneurs, tout simplement. Et puis après, on a différents degrés de perfection. Mais ça, je dirais qu'en fait, alors oui, ça se travaille, ça c'est clair, c'est-à-dire que c'est à la portée de n'importe qui. Mais c'est cette recherche permanente de la perfection et la remise en cause permanente de ce que tu as fait, en te disant que les choses peuvent être améliorées en permanence. Ouais.
sur tous les sujets, que ce soit pour le jardin, que ce soit pour la déco, que ce soit pour le service. Et une espèce de veille, alors je le fais moins en ce moment, mais je le faisais beaucoup à une époque, où j'adore, tu sais, continuer d'aller dans les hôtels à droite à gauche, où je trouve des petites idées. Tu vois, par exemple, j'étais à Marrakech, c'était début d'année, je crois, dans un hôtel, dans un palace. Et puis alors, ils avaient un petit truc qui est génial, là, que je vais lancer en fabrication, qui est un truc à la con, mais que j'avais jamais vu. Tu sais, quand tu vas dans un hôtel, tu as ton ordinateur avec tous tes câbles, il y a les câbles dans tous les sens. Et puis quand tu quittes ta chambre, tu as ton ordi qui est posé quelque part avec tous tes câbles. Alors des fois, tu as des câbles qui sont ceux qui te permettent de charger ton téléphone sous ton ordi. Bon, bref. Et donc, c'est un truc tout con. Ils ont fait un petit morceau de cuir avec un bouton pression. Puis ils te roulent tous tes câbles. Puis ils te mettent ce petit truc là, boum, avec le petit logo du truc. Et ça, c'est un petit détail que j'avais jamais vu et que donc je dis tiens, bonne idée, ça, on va le faire chez nous. Donc voilà. Et en fait, c'est toujours une espèce de recherche parce qu'on est dans l'hospitality, donc il y a hospitalité, de quelque chose qui va faire plaisir au client, va lui montrer que on accorde beaucoup d'importance aux détails. Et d'ailleurs, nos clients le voient et ils nous disent on n'a jamais vu. Quand on leur fait un dîner dans une serre et qu'on illumine la serre avec une centaine de bougies, ils n'ont jamais dîné dans de telles conditions, quoi. C'est un truc waouh, tu vois, voilà. Et d'aller créer sur cette accumulation de détails une différence. Et je pense que dans tout projet entrepreneurial, je pense que ceux qui vont vraiment au fond et au bout des choses, c'est ceux... D'ailleurs, tu le vois bien, c'est ceux qui vont dans le détail surtout. Les meilleurs pâtissiers, les meilleurs restaurateurs, tu vois bien comment ils se lèvent le cul pour innover, créer, être toujours au top du truc. C'est un niveau d'exigence permanent, c'est vrai. Alors c'est quelque chose, je pense, qui se construit, qui peut se construire, mais c'est une vraie discipline en fait. C'est pas quelque chose qui est inné, je crois pas. Et quand tu as justement aussi un tel niveau d'exigence de la part des clients, une telle diversité de la part des clients, des fois il y a des trucs assez dingues qui peuvent être mis en place. C'est quoi l'anecdote la plus folle que tu peux nous partager ou qui t'a le plus marqué au domaine, depuis le début du domaine, par rapport à une requête client, une demande client ou quoi que ce soit? On n'a pas trop de délire. Tu sais, en fait, la clientèle qu'on a, elle vient au domaine parce que elle veut pas qu'on sache qu'elle est là. Tu vois ? Déjà, c'est un profil assez particulier. C'est-à-dire que si tu veux qu'on te voit, tu descends au Normandie, tu gardes ta caisse devant et puis tout le monde sait que tu es là. Donc, j'ai pas trop de fantasmes. Non, mais on a eu un chef d'État qui a fêté son anniversaire au domaine. Et ses amis voulaient lui faire une surprise pour lui projeter un film sur sa vie. Et donc, on avait installé un super écran géant gonflable au bord de la piscine et créé toute une ambiance de salon. Mais salon, hein, dehors. Pour que tout le monde soit... voilà. Bon, je dirais que ça n'a rien d'exceptionnel dans l'absolu, mais c'est le genre de truc qui... En fait, on s'adapte à tout. Tu vois, c'est ça. C'est en fait la grande capacité qu'on a que d'autres lieux ne font pas, en fait. Ou n'ont pas envie de faire parce que c'est trop chronophage. C'est que nous, on va aller s'adapter à la demande de nos clients. C'est-à-dire que s'il y a un client qui me dit, voilà, je vous privatise le domaine et je veux une ambiance chinoise... parce que ma femme est chinoise et que je veux fêter, je dis n'importe quoi, le nouvel an chinois, on leur fait ça, quoi. Et on va mettre tout en œuvre et dans les détails pour que ce soit le plus théâtralisé possible. L'idée, c'est vraiment d'aller créer des environnements qui vont transporter les gens dans un endroit, sur un moment, qui vont les déconnecter de leur quotidien. Ouais. Et... justement, dans différents échanges,
tu as mentionné être confronté à des obstacles de la part des collectivités ou du système de l'expansion, notamment pour le domaine, par rapport à tes projets, tes envies. On en avait même parlé justement. Comment gères-tu cette problématique et quelles sont les actions que tu mets en place pour pouvoir quand même avancer ou contrer ça d'une façon différente? Alors, comment je le gère? Mal. Non, c'est le bordel. Je t'avoue que là, je suis un petit peu désemparé et je me retrouve confronté à des comportements que je comprends pas. En fait, c'est ça le truc. Tu sais, quand tu es un entrepreneur, que tu as ton entreprise privée, tu n'as pas besoin forcément... Enfin, si, après, il y a des industriels qui ont besoin des collectivités pour monter leur structure, pour... Voilà, bon. Moi, j'ai jamais eu besoin de ces gens-là. Enfin, j'ai toujours été autonome sur mon business model et seul, on va dire, acteur à aller implanter des bureaux à droite, à gauche, à générer une dynamique, à embaucher des gens. Bon. Et tout ça a contribué à un ensemble, à une dynamique globale en France. Je suis un entrepreneur parmi tant d'autres, mais tout ça cumulé crée de la richesse dans notre pays, quoi, et une dynamique positive, on va dire. Bon, voilà. Lorsque j'ai eu l'idée de ce projet, j'ai été le présenter à la communauté de communes, et je crois qu'ils m'ont pris pour un fou, en fait. Genre, l'autre, il a vu la Vierge, n'importe quoi, c'est quoi ce délire? Bon, ouais. Donc, je leur demandais pas rien, en fait, parce que je leur demandais juste de m'accompagner, mais de m'aider à pouvoir, sur le plan administratif, par rapport au PLU, par rapport au permis de construire. Et puis, donc, j'ai pas eu ce soutien et cette aide. Voilà. Okay. Donc, alors, comme je suis un mauvais élève, parfois un peu rebelle, j'ai quand même fait comme je voulais. Bon. Mais évidemment, je me suis mis en infraction. Et donc, on tente de régulariser, mais je dirais qu'aujourd'hui, je t'avoue que je ne comprends pas bien parce que on a créé quelque chose qui aujourd'hui est une représentation du luxe à la française en Normandie, qui est une représentation du patrimoine architectural normand dans la région. Il n'y a aucune équivalence aujourd'hui à notre projet et aux services qu'on donne. C'est-à-dire qu'on est très complémentaire de ce qui existe aujourd'hui sur le marché, mais sans comparaison aucune par rapport à ce qui se fait. Bon. On a créé des emplois. C'est quand même un élément qui est pas neutre. Hein. On a injecté aujourd'hui 12 millions d'euros qui ont été réinjectés dans l'économie locale, puisque je ne travaille qu'avec des fournisseurs qui sont dans un périmètre de 80 km autour du domaine. Donc, tout cet argent a été réinvesti dans des entreprises locales qui elles-mêmes embauchent, ont des gens, ont des salariés. Donc, on a réinjecté. Voilà. Bon. On reçoit aujourd'hui plus de 49 nationalités différentes. Et comme tu l'as dit dans ton introduction, des personnes prestigieuses, politiques, enfin bref. Donc ce qui donne un rayonnement, hormis de notre établissement, mais à la région, puisque les gens qui viennent chez nous, ils vont visiter Honfleur, Étretat, Giverny, le Mont-Saint-Michel, les plages des Var. Enfin, il y a un vrai sujet quoi, là-dessus. Donc, tu te dis que les collectivités qui sont autour de toi, en voyant toute cette dynamique, on va dire, qui est positive, à un moment donné, ils vont t'aider, enfin, ou te soutenir, ou pas te mettre des bâtons dans les roues. Ben non, c'est pas ça, comme ça que ça se passe. Donc là, écoute, on gère les procédures. Qu'est-ce qui explique ça selon toi? Parce que c'est un non-sens, quoi. Ouais, mais j'ai pas de réponse. Je suis d'accord avec toi, c'est un non-sens. Et alors en plus, j'en ai parlé à des politiques qui sont venus au domaine. J'ai des mecs qui comprennent pas. Ils me disent mais non, mais comment ça se fait, Christophe? Et un projet comme ça, il devrait être soutenu. Je me suis déplacé en France dans 2-3 communes pour d'autres raisons professionnelles. Et puis j'ai rencontré des élus. Je leur ai dit, voilà les problèmes que j'ai. Ils me disent, mais monsieur Delaune, vous auriez un projet comme ça sur notre commune, on vous suit, quoi.
Je veux dire, ce dont vous me parlez, ça nous semble être totalement en décalage. Voilà, donc j'ai pas d'explication à donner. Alors, oui, vraisemblablement, peut-être que ma dynamique impulsive qui a été de dire et de faire bon, bah non, bah, vous me donnez pas les autorisations, je les prends et je le fais. Ouais, ça a pas plu, c'est certain, ça peut se comprendre. En revanche, je pense que si j'avais pas forcé un peu, on n'en serait pas où on est aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Enfin, alors je suis très rebelle, moi, face à ce genre de situation, ce qui n'est pas une bonne chose. Ouais. Parce qu'au final, quand tu as ce comportement, tu braques les gens qui sont en face de toi. Puis tu passes pour le connard qui... Tu sais, parce que c'est quand même... Enfin, il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même, c'est qu'on est en France, hein, et la réussite en France, elle est pas... elle est pas supportée, elle est pas encouragée, elle est pas aidée. Enfin, je veux dire, c'est compliqué pour un entrepreneur aujourd'hui dans notre pays de réussir et de voir que les gens vont plus te tirer dessus plutôt que t'applaudir. Enfin, c'est un comportement anglo-saxon, ça, qu'on n'a pas chez nous. Je veux dire, moi, un truc qui m'a choqué récemment dans l'actualité, mais bon, c'était quand Notre-Dame a brûlé, tu vois. Genre, il y a Bernard Arnault et François Pinault qui donnent du pognon pour pouvoir reconstruire Notre-Dame, et puis tout le monde leur crache à la gueule, quoi. Je veux dire, mais on marche sur la tête, quoi. Enfin, je veux dire, les mecs, ils viennent pas pour se faire de la pub. Enfin, je veux dire, je vois pas en quoi, ce que ça va leur apporter au niveau où ils en sont aujourd'hui. Donc, c'est une dynamique plutôt qui est bienveillante. Ben non, ça plaît pas. Enfin, ça me rend dingue, quoi. Et donc, bah voilà, donc on est dans un système aujourd'hui où l'argent, c'est un problème en France, c'est un tabou, c'est toujours un tabou d'ailleurs. Les gens se cachent lorsqu'ils en gagnent de trop. Les gens ne veulent pas trop s'afficher quand ils réussissent. Parfois, il y en a même qui se barrent parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et il y a une vraie... je pense que sur un plan politique, il y aurait de vraies questions. Enfin, je pense que les gens, ils sont au courant, mais... Il y a un vrai sujet là-dessus, quoi. Alors évidemment, on ne va pas changer les mentalités, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui se cassent à Dubaï, qui se cassent en Suisse, qui se cassent en Angleterre, qui se cassent... tu te dis, merde, tous ces gens-là, ils vont consommer ailleurs, ils vont construire leur baraque ailleurs, ils vont dépenser ailleurs, ils vont embaucher des femmes de ménage ailleurs, des jardiniers ailleurs. Enfin, je veux dire, à quel moment on se pose la question de trouver quelque chose qui vont faire, qui fait qu'on va les faire rester pour investir. Tu sais, en Angleterre, moi, je suis un amoureux du patrimoine. En France, on a un patrimoine exceptionnel qui, d'ailleurs, est unique au monde. Il n'y a pas d'équivalence. Et on a la chance d'avoir un patrimoine bien entretenu. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Italie, qui a beaucoup de mal. Mais en Angleterre, ils ont été plus intelligents que nous. Ils ont créé des systèmes de trust qui permet que lorsque un patrimoine architectural en Angleterre est entretenu, sauvé, rénové, c'est entièrement défiscalisé. Bah, je veux dire, pourquoi on ne fait pas ça chez nous? Tu vois, c'est ça. C'est cette espèce de non-sens où on est assis sur un trésor et puis on laisse les gens ou les compétences s'en aller ailleurs. Parce que on a un système qui ne permet pas de les garder chez nous. Enfin, j'ai un truc qui ne va pas, quoi. Ouais, complètement. C'est un sujet hyper intéressant, mais on va changer de sujet pour une de ces dernières parties. T'en as parlé un petit peu de Oussama, ouais. Et on s'est rencontrés grâce à lui. Ouais. Et on a fait en plus récemment le mastermind Bien au sûr, domaine, c'était etc. super sympa. C'était incroyable. Ouais. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et puis les rencontres de tous les entrepreneurs qui venaient d'environnements différents. Alors bon, c'est tous pour moi, c'est tous des mecs de la tech, un peu des geeks. C'est pas mon univers, tu sais. Mais par contre, le truc est super, super intéressant. C'est que ce sont des gens qui ont tous une motivation de performance, qui croient en ce qu'ils font. Et ça, c'est hyper important. Et qui ont une dynamique ultra positive. Ça, c'est fun, ça. Ouais, non, mais complètement.
Et j'ai envie de te poser la question, parce que je suis sûr que les personnes qui nous écoutent se posent la question également. Ouais. C'est comment tu as rencontré Oussama et dans quelle mesure il s'intègre justement dans la vision et la dimension de déploiement du domaine? Alors, comment j'ai rencontré? D'abord, c'était un client. Il était venu sur la recommandation de Fanny Péchoda, qui était, tu sais, My Little Paris. My Little Paris, voilà, c'est ça. Que je salue, Fanny, au passage. Et donc, je le connaissais pas du tout. Tu sais, alors moi, c'était pas du tout mon environnement. Bon. Et puis, donc, il s'intéresse au projet. Il me dit, mais t'as fait ça tout seul, t'as tout construit, il y avait rien, c'est un truc de fou. Je dis, ouais. Et puis, je lui dis, je suis en pleine recherche de levée de fonds. C'est une vraie galère. Bon, puis dans les échanges, il me dit, de toute façon, sur la levée de fonds, tu n'y arrives pas parce que c'est toi. Je dis, ouais, d'accord, merci. Mais je lui dis, écoute, si tu veux, hein, moi, il n'y a pas de problème. Tu vas me chercher ce dont j'ai besoin. Et puis, je te fais rentrer au capital de ma holding, quoi. Il n'y a aucun problème. C'est parce que tu sembles être la personne plus compétente que moi. Et dans la mesure où je respecte les compétences des uns et des autres, moi, cette compétence-là, je ne l'ai pas. En plus, j'ai pas le bon discours avec les banques. Je suis pas bon pour ça. Je les effraie plus qu'autre chose. C'est-à-dire que, en fait, ma passion débordante leur fait penser que je suis incontrôlable. Et ils se disent, mais ce mec-là, il va où, quoi? Ça va pas s'arrêter. Donc, je rencontre Oussama, et puis, il me dit, ok, d'accord. Bon, puis à cette époque-là, il était encore en The Family, hein, puisque Alice Zaguri et... comment il s'appelle? Nicolas Collin venait aussi au domaine, hein, donc dans la joie et la bonne humeur de l'époque. Et donc, Ous me dit, ok, d'accord, pas de souci, on y va comme ça. Donc, The Family est rentré en participation dans ma holding. Et puis, on a commencé à avancer comme ça. Et puis, quelques mois passent. Il avait organisé quelques réunions de travail au domaine avec toujours Alice et Nicolas Collin. Et il vient me voir, il me fait tu me construirais pas une maison pour moi sur le domaine? Je dis, ouais, c'est quoi ton cahier des charges? Alors il me dit, voilà, son cahier des charges c'était assez succinct. Une baraque de 300-400 mètres carrés, une piscine carrée, une grande baignoire, c'est ça, et une très grande cuisine pour pouvoir faire à manger. Et puis je lui dis, écoute, il y a une maison, il y a un terrain à côté à vendre. Je pense que ça peut être réalisé là. Et je lui dis, puis à ce moment-là, on peut réfléchir sur un business model où lorsque tu ne l'occupes pas, on la loue, ça devient un élément de location du domaine, et puis ça génère du revenu. Il me dit, écoute, allez. Donc je lui fais un petit dossier, je fais un projet de protocole, machin de ça. Et c'est comme ça qu'on a lancé la fabrication du manoir. Ok. Voilà. Et donc, alors Oussama a continué d'aller nous chercher des fonds. Puis bon, ensuite, après, s'est déclenché cette histoire The Family. Tu veux mon point de vue sur le sujet ou je l'évoque pas? Si tu désires le partager. Donc non. Donc là, il y a une espèce de rupture entre Oussama et ses associés. Ouais. À un moment donné, Nicolas m'a appelé pour essayer de me faire basculer dans son sens, et je lui ai clairement expliqué que leur comportement n'était pas acceptable, et qu'après avoir passé 10 ans avec leur associé, qui les avait fait progresser socialement, économiquement, et qui, pour le dire franchement, les a fait bouffer, le comportement qu'ils avaient n'était pas correct, quoi. Voilà. Donc le dossier s'est envenimé. Oussama a donc continué à nous trouver des fonds, puis à un moment donné, ça a tellement pris d'ampleur sur le plan médiatique que il a été en incapacité, parce qu'ils n'ont pas arrêté de lui mettre des bâtons dans les roues,
sachant qu'ils étaient actionnaires du domaine, alors de que dalle, hein, ils sont à 0,05%, je crois, donc rien du tout. Mais une dynamique de revanche, de nuisance, très malsaine en fait. Et ils nous ont impliqués dans leur procédure, c'est-à-dire qu'en fait on était les complices présumés d'Oussama dans ses agissements. Et on a tenu, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Lorsque tu crées une amitié avec quelqu'un, moi, lorsque je crée une amitié avec quelqu'un, elle est entière et complète. Donc, il n'était pas question que je lâche Oussama, même si on m'a impliqué en termes de responsabilité sur quelque chose qui ne nous concerne pas du tout, mais qui est fait néanmoins pour l'atteindre. Et d'aller simplement tenir une ligne de conduite qui est de dire non, nous, j'ai un ami, j'ai un associé, je lui suis fidèle. Voilà, c'est tout. Ce qui est dommageable dans cette situation, c'est que ils ont, on va dire, fait beaucoup de publicité autour de toute cette affaire. De bruit. Ouais. Très honnêtement, ils sont pas blancs. Donc, je pense que si demain il devait y avoir une procédure, même concernant Oussama sur le territoire français, leur responsabilité, je pense, serait impliquée, de fait, parce que Nicolas Collin, ancien contrôleur des impôts, directeur financier, il ne voit pas passer les flux. Ça me paraît totalement délirant. Tu vois, moi qui ai géré un groupe sur 27 pays, j'avais un directeur financier, je peux te garantir qu'à 1000 balles près, sur les notes de frais, il savait qui, quoi, comment, quand, tu vois, pourquoi. Tu vois, donc là, on parle de millions. Et personne n'a rien vu. C'est du grand. Tu peux faire avaler ça à quelqu'un qui connaît pas le business ou qui est pas dans le truc, mais pas à quelqu'un qui est dans le milieu des affaires ou même un juge qui est spécialisé sur le sujet. Il va vous dire, mais attendez, vous me prenez pour un con. C'est n'importe quoi. Voilà. Et on est arrivé à une situation aujourd'hui où les mecs ont dépensé plus d'argent en frais d'avocat que ce qu'ils lui réclament. C'est là où tu vois en fait. Une espèce de passion inversée. À quel moment le côté destructeur d'un acharnement où la raison n'a plus du tout sa place. D'ailleurs, je suis très étonné qu'il n'y ait pas un seul des actionnaires aujourd'hui de The Family qui bouge face à la situation. C'est un truc de fou, quoi. C'est même pas limite, c'est de la faute de gestion. Les mecs, ils dépensent plus d'argent que ce qu'ils vont potentiellement en récupérer. Et il n'y a pas un actionnaire qui dit ça va pas, qu'est-ce que vous faites? Donc, et où tu vois la déraison complète, parce que les mecs sont aveuglés par la haine, par la colère, par la déception, par tout ce que tu veux, d'une rupture en fait de relation qui était une espèce de... Tu sais, c'est comme un couple. En fait, ils ont divorcé, papa est parti, ils en veulent à papa, ils vont faire la peau à papa, quoi. Dans le cadre de The Family, ça marche bien, ça. Ouais. Voilà, et donc, oui, Oussama a traversé une période de désert importante, et je suis très content aujourd'hui qu'il rebondisse sur beaucoup de choses, où beaucoup de personnes lui ont tourné le dos. Et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est que quand tu es dans la lumière, que tout va bien, que tu réussis, tout le monde t'encense, tout le monde est là pour toi, tu as 200 000 potes, machin. Et puis le jour où tu as des merdes, où les médias s'en mêlent, et que tout le monde te traîne dans la boue, après, tes potes, tu les comptes sur les doigts d'une main, quoi. Et c'est là où, je te disais, les valeurs du scoutisme sont importantes. Où c'est tu tombes, je tombe. Puis on tombera ensemble. Rien à foutre. C'est pas grave. Alors oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu le vois, parce qu'en fait, ce qui fait réagir à un moment donné les gens autour de lui, c'est la peur. La peur de se dire, oh putain, ça va trop loin cette histoire, je vais être éclaboussé, je vais aller avec lui dans le bain. Et c'est ça, en fait. C'est à ce moment, tu vois, c'est le moment où tu testes, en fait, tu as la capacité à tester les gens qui sont à côté de toi. Ouais, complètement. De la rupture, de se dire, oh putain, le mec, il sait qu'il va perdre quelque chose, ça va avoir une implication dans sa vie personnelle, et c'est là qu'il te lâche. Ouais. C'est toute la différence entre les vrais potes et les autres, quoi. Ouais.
Non, mais c'est très vrai ce que tu dis, parce que tant sur des on-dit ou autres du domaine que des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu fais des choses avec lui, pourquoi tu ceci, pourquoi tu lis ton image aussi lisse, aussi maîtrisée, aussi cadrée à lui qui a des casseroles à gauche, à droite, etc. De gens qui sont ignorants pour la plupart et qui juste entendent des C'est ça. on-dit à Ouais, gauche, à ouais. droite. Et c'est vrai que c'est triste. Donc là, en l'occurrence, bon, bah, ça touche quelqu'un qu'on connaît, ça touche un ami. Ouais. Mais la réalité, si on zoom out sur la vie et sur l'entrepreneuriat en général, ça touche énormément de gens, énormément de situations. Et les gens sont un peu, je ne vais pas dire des lâches, mais en tout cas... Ah, mais c'est ça. Ouais, Non, mais c'est clairement ça. C'est oui, c'est la lâcheté. Mais tu sais, ou un manque de courage, en tout cas. ouais, la lâcheté, un manque de courage, et puis la peur. Mais je vais être extrême dans mes propos, mais dans des situations que notre pays a connues pendant la guerre, c'est ce qui fait la différence entre les collabos et les résistants. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est un peu brutal comme comparaison, hein, mais néanmoins, dans la façon de comporter, c'est exactement ça. C'est voilà, moi, écoute, moi j'ai envie de survivre. Alors, écoute, je te lâche et puis tu te démerdes avec tes problèmes, quoi. Ouais. Et puis les autres, ceux qui vont rester, qui diront, non, moi je te tiens, moi jusqu'au bout, je serai avec toi. Voilà. Justement, avec toutes les expériences que tu as eues dans ta vie personnelle, professionnelle, celles que tu as vues aussi dans ton entourage, quels seraient les conseils que tu donnerais aux entrepreneurs qui se sentent bloqués dans leur vie par rapport à leurs problèmes et qui pensent, tu vois, souvent, quand tu as des discussions avec certaines personnes, ils t'évoquent leurs problèmes et ils ont l'impression, quand ils te l'expriment, que c'est la fin du monde, c'est les problèmes les plus dingues du monde, etc. Et ils vont jamais pouvoir s'en sortir. Et toi, quand tu les écoutes, moi, ça m'arrive souvent, je pense que ça t'est déjà arrivé, ou alors d'un angle extérieur, tu vois le truc et tu te dis, mais C'est pas la fin du monde. c'est pas la fin du monde, quoi. Ouais. Tout va bien, tu peux voir ça comme Ouais. ça, comme ça, comme ça. En fait, alors, il y a deux solutions. Enfin, le premier point qui te permet déjà de poursuivre ta vie normalement, c'est le cloisonnement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité à cloisonner les situations. C'est comme, tu vois, c'est comme quand tu es malade. Moi, j'ai eu une grave maladie il y a quelques mois. Si tu te focalises sur ta maladie et sur tes traitements, je pense que tu t'en sors pas. Ou tu t'en sors pas terrible. Bon. Alors que si, à un moment donné, tu te dis, voilà, bon, ok, là c'est fait, ça, ce traitement il est fait, je passe à autre chose, et que tu fermes le tiroir et que tu avances sur autre chose à côté, ça te permet de t'en sortir. Bon, là c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, dans une situation de crise comme ça, le quotidien du bordel dans lequel tu es, il te submerge. Il te submerge parce que tu y penses le matin quand tu te réveilles, tu y penses pendant la nuit, tu y penses dans la journée. Bon. Donc si à un moment donné, tu cloisonnes pas les problèmes, tu te fais déborder et tu te noies sous tes problèmes. Ça, c'est le premier élément. Et puis après, je pense que oui, il faut relativiser parce que... Alors, c'est facile de dire il faut relativiser. Et bien sûr, je peux le comprendre. Mais l'ayant vécu, tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Enfin, je veux dire, le mec, il a des problèmes, il est au tribunal de commerce, il est en redressement, il ne sait pas comment il va s'en sortir. Ok, mais il est toujours vivant. On ne lui a pas annoncé que ses analyses étaient mauvaises et qu'il lui en restait plus que pour 8 mois. Tu vois ce que je veux dire ? Sa femme ne l'a pas largué. J'espère pour lui. Il a ses enfants. Enfin, tu vois, quelqu'un qui a une famille, il est entouré. Donc, il faut se concentrer sur la partie positive de la situation. Et puis, prendre les sujets les uns après les autres, tout en les cloisonnant, pour essayer de trouver des solutions problème après problème, step by step. Ouais. Tu peux pas tout régler d'un coup. Donc, il faut y aller morceau par morceau, petit bout par petit bout, et tu avances, tu poses un genou, tu avances, tu reposes un genou. Voilà. Alors, c'est facile de donner des conseils comme ça quand tu es... Non, mais c'est vrai. Quand tu es derrière un micro, et puis tu dis, attendez les mecs, relativisez. C'est quand même pas la fin du monde de ce qui vous arrive. Mais bon, comme on le disait tout à l'heure, un entrepreneur, il peut perdre sa famille, il peut perdre sa baraque, il peut perdre
ses amis, il peut perdre sa famille. Donc c'est beaucoup de choses. Il peut perdre sa vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est beaucoup de choses. Mais et d'ailleurs, tu le vois. J'ai une grande admiration pour nos agriculteurs. Et quand tu vois à quel point il y en a certains qui sont désespérés au point de mettre fin à leur jour, c'est que véritablement, il n'y a rien autour d'eux qui leur a donné une lueur d'espoir qu'ils allaient s'en sortir. Et ça, c'est tragique aujourd'hui ce qui se passe. Genre, on devrait créer pour eux quelque chose qui leur permette de les aider et qui leur permette de passer. Ils sont tous surendettés. Genre, à un moment donné où il y a une mauvaise récolte, un mauvais truc, ça dérape, c'est bon, il y a tout qui part en live. Et les mecs, ils perdent tout. Et en plus de ça, là où c'est encore plus difficile, c'est que lorsque c'est la 2e ou la 3e génération, t'imagines le poids de l'héritage que c'est de te dire c'est moi qui ai été le maillon faible, c'est moi qui ai... C'est pas possible. Mais de là à en arriver à l'extrémité de mettre fin à ces jours, c'est pas concevable. Enfin, je veux dire, la vie, elle est trop précieuse, elle est trop courte. Enfin, il faut en profiter. Et ça, c'est vraiment dur. Ouais. Complètement. Merci Christophe. De rien. C'était un vrai plaisir. Cet échange, on a passé près de 2 heures dis donc, ensemble. Ça fait du long. Mais j'ai une dernière question pour toi. C'est pas terminé encore. Avant ça, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que j'ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir. On leur demande de commenter, de liker, de partager la vidéo un maximum. Également, mettez les 5 étoiles sur la plateforme de streaming préférée sur laquelle vous nous écoutez, Apple Podcasts, Spotify ou peu importe. Et pour toi, Christophe, la dernière question que j'ai à te poser, c'est la même que je pose à chaque personne qui passe sur le plateau du Déclic. C'est quel a été l'élément qui, dans ta vie, que tu n'as pas encore partagé dans cette interview et que peut-être tu n'as partagé dans aucune, a littéralement créé une transformation identitaire chez toi, un vrai déclic que tu auras envie de nous partager ici, que ce soit sur le plan professionnel comme personnel. Ça peut être une situation, une citation, une réussite, un échec, peu importe. Tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin. Écoute, j'ai eu un cancer il y a 18 mois. Et donc le traitement a été lourd parce que le cancer était très virulent. Donc c'était une épreuve auquel je n'étais pas préparé. Pourtant, des épreuves, j'en ai eu dans ma vie, dans ma carrière professionnelle. Et cette épreuve que j'ai passée avec la même combativité que mes épreuves professionnelles m'a fait lâcher prise. Et encore plus relativiser par rapport à ce qu'on vient de se dire sur l'importance des choses et des situations. J'étais, on va dire, un excité. Tu vois, par exemple, sur le projet du domaine, il nous reste 20 millions à trouver pour finir le domaine. Et moi, j'ai ce projet dans la tête, finalisé complètement, tout est dans les cartons et prêt. C'est un truc qui serait juste exceptionnel et sans aucune équivalence. Je pense qu'on ferait partie des 10 plus beaux petits hôtels à travers le monde. Et donc, lorsque on a des retards et que je mets la pression à Oussama pour trouver des fonds et pour trouver des solutions, j'ai lâché tout ça. En fait, j'ai pas lâché le projet, mais j'ai lâché la dynamique de pression que je me collais moi-même, en me disant attends, aujourd'hui, parce que ce cancer en fait est toujours en moi en fait. C'est-à-dire qu'en fait il y a un traitement, mais c'est pas un cancer que tu fais disparaître. Donc c'est une véritable épée de Damoclès qui peut du jour au lendemain redémarrer sous une forme encore plus virulente que ce qu'elle était. Et donc ça m'a permis de dire attends, là, il faut que tu relativises où sont les priorités et qu'est-ce qui est important réellement aujourd'hui dans ta vie. L'entrepreneuriat, c'est une chose, mais la vie, c'en est une autre, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment le point essentiel. Mais tu vois, c'est très récent, en fait, qui m'a fait changer ma dynamique pour pouvoir
prendre la vie de manière un petit peu plus légère, on va dire. Même face à des problèmes, parce qu'attention, c'est pas parce que tu as une maladie que tes problèmes ou ton quotidien est plus léger, c'est pas le cas. Mais intellectuellement, d'avoir un peu plus de recul sur les situations. Et ça, je crois que tu ne peux le comprendre que lorsque, à un moment donné de ta vie, tu t'aperçois qu'au final, ce qu'il y a de plus précieux, c'est la vie et rien d'autre. Parce que tu n'as pas ta boîte. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà, c'est ça le mot de la fin. Merci. Merci à toi. Salut.